Recevons Francis Laloupeau, journaliste, enseignant en géopolitique et chercheur à l'IRIS, également auteur de l'ouvrage Blues démocratique 90-2020 publié aux éditions Cartala. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Namouri, Dosso et bonne année. Dimanche, le Bénin donne le coup d'envoi de cette année électorale sur le continent africain avec les législatives. 7 partis en compétition, dont 3 issus de l'opposition. Peut-on dire qu'on assiste à la première élection inclusive depuis l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir ? C'est la première élection inclusive, c'est la première élection pluraliste sous la présidence de Patrice Talon. On se souvient des événements en 2019 lorsque une bonne partie de l'opposition, pratiquement toute opposition, avait été exclue de ces législatives. On a connu des lendemains électoraux extrêmement difficiles dans ce pays, émaillés de violence, émaillés d'une forte répression d'ailleurs des manifestations de Béninois qui réclamaient simplement un retour, une restauration, je dirais, des acquis démocratiques. Donc effectivement, nous allons assister à la première élection pluraliste avec la participation de mouvements d'opposition plutôt notables. La question sera de savoir si cette reconversion, je dirais, soudaine du pouvoir béninois au pluralisme démocratique et électoral sera effectivement suivi d'une confirmation de cette réalité. La question de savoir s'il ne s'agit pas d'un leurre, la question de savoir si effectivement le pouvoir béninois est en train d'opérer, je dirais, une forme de retour aux acquis démocratiques, une forme de retour aux pratiques démocratiques, où, notamment, on verra bien au lendemain de ces élections si la vérité des urnes sera respectée. Le Nigeria, géant économique du continent, vote en février prochain, notamment pour la présidentielle. Pourquoi ce scrutin fait-il partie des plus importants cette année ? D'abord parce qu'il y a 200 millions d'habitants qui sont concernés. Et par ailleurs, c'est le géant de l'Afrique de l'Ouest, un des géants d'Afrique. Et surtout, beaucoup plus intéressant, cette élection est en train de confirmer tout simplement l'ancrage démocratique de Nigeria. Parce qu'il y a une nouvelle alternance qui est en train de s'opérer dans ce pays, puisque Muhammadu Buhari ne va pas se représenter après 2 mandats consécutifs, que le jeu électoral reste particulièrement ouvert et que, une fois de plus, les Nigériens pourront s'exprimer à travers les urnes et choisir leurs dirigeants avec simplement un protocole démocratique qui est en train de se confirmer, de se conforter au fil des années. La République démocratique du Congo doit voter en décembre prochain, compte tenu de la situation de crise actuelle, notamment dans l'Est avec le Rwanda. Certains Congolais s'inquiètent quant à la bonne tenue de ces élections. Leurs craintes sont-elles justifiées ? D'abord, il faut rappeler que cette élection en RDC soit très intéressante parce que c'est un peu l'heure de vérité de Félix Tshisekedi, puisque en 2019 ou 2018-2019, à l'issue de la présidentielle, on avait assisté quand même, je dirais, à un scénario tout à fait particulier. Il faut dire qu'avant cette élection, il y a 5 ans, la RDC avait inventé simultanément ce qu'on appelait le glissement du calendrier électoral. Et un peu plus tard, au lendemain des élections... C'est justement ce qui inquiète certains opposants. Qui inquiète certains opposants. Et au lendemain de l'élection, la RDC, en tout cas le pouvoir congolais, a inventé l'alternance au sommet de l'État, l'alternance négociée au sommet de l'État. Donc Félix Tshisekedi est l'émanation de cet arrangement politique qui s'est opéré donc en 2019 entre lui et Joseph Kabila, puisqu'il faut le dire aujourd'hui, on peut le dire, il n'y a peut-être pas prescription, mais on peut toujours dire qu'il y a encore un doute, c'est le moins qu'on puisse dire, qui pèse beaucoup sur cette élection, sur les résultats qui ont été annoncés il y a 5 ans. Donc c'est l'heure de vérité pour Félix Tshisekedi, puisque on pourrait assister cette fois-ci à une élection, je dirais, beaucoup plus orthodoxe, avec des challengers, avec des candidats, notamment Moïse Katumbi et surtout Martin Fayoulou, qui a quand même, je dirais, traversé, qui a fait son Golgotha pendant 5 ans pour revenir à nouveau compétir. La question de savoir si les Congolais ont suffisamment, je dirais, de raisons de reconduire Félix Tshisekedi au sommet de l'État, puisque son bilan reste très discuté et discutable. Et se posent encore la question de savoir si ce mandat n'a pas été finalement, je dirais, une sorte de mirage.
Mali, Guinée, Burkina Faso sont actuellement dirigés par des militaires. Certains d'entre eux entament presque leur 3e année à la tête de l'État. Selon les autorités de Sao Tomé et Principe et de la Gambie, des coups d'État auraient été évités au mois dernier. Cette situation a-t-elle vocation à se reproduire encore cette année sur le continent africain? Les coups d'État auxquels on a assisté depuis 2 ans sur le continent, c'est ça. Ouais. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, et quelques velléités que vous venez de citer, évidemment. Il va certainement y avoir, je dirais, d'autres épisodes et de rebondissements dans les pays où ces coups d'État ont abouti. Je pense, on parlait de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. Il y aura certainement des épisodes et des rebondissements parce qu'on assiste là à des coups d'État d'un genre nouveau, d'un genre particulier, avec des équipes d'abord qui mettent en place des périodes de transition plutôt longues et prolongées, particulièrement longues, et surtout des équipes au pouvoir, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou en Guinée-Conakry peut-être aussi, qui se comportent au sommet de l'État, non pas comme des équipes de transition, mais comme des gouvernants qui sont là pour durer, en quelque sorte. Alors justement, les coups d'État, ces coups d'État dont on parle au Mali, au Burkina Faso, encore en Guinée, ont été accueillis par une bonne partie de la population avec, entre guillemets, satisfaction. Faut-il à tout prix réinstaurer l'ordre constitutionnel ou plutôt laisser le temps à ces militaires de fortifier les institutions républicaines dans ces pays-là? La question de savoir si il revient aux militaires de fortifier l'ordre républicain. C'est ce que demande une partie de la population. Est-ce qu'il revient aux militaires de refonder l'État, comme l'on dit? C'est ce que demande une partie de la population. Ce qu'il faut dire, c'est que tout cela se passe dans un contexte très particulier, où on a assisté ces dernières années à une forme de désenchantement chez les jeunes notamment, envers la démocratie, envers le projet démocratique. Et ce qu'il faut dire, c'est que les jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui n'ont pas connu les partis uniques, n'ont pas connu les régimes autoritaires qui ont disparu avec le projet démocratique en 1990. Donc ces jeunes aujourd'hui se montrent très critiques vis-à-vis du projet démocratique. Mais je ne suis pas certain que ces jeunes sont pour autant prêts à se rallier, je dirais, à un projet autoritaire pour autant. Ce qu'il faut rappeler et dire encore à ces jeunes qui n'ont connu de la démocratie, au fond, dans certains pays en tout cas, que des fraudes électorales, des modifications opportunistes des constitutions, des coups d'État constitutionnels, qui n'ont connu que ça. Il faut leur rappeler qu'en fait, ce n'est pas le projet ou l'idéal démocratique qui est en cause, c'est le non-respect des règles démocratiques qui a entraîné le désenchantement auquel on assiste aujourd'hui. Donc il faut réactiver d'une certaine façon le projet démocratique, mais pour cela, il y a du travail, il y a de la pédagogie à opérer vis-à-vis de ces jeunes. Alors, les convulsions géopolitiques, à l'instar de la guerre en Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine, vont-elles rythmer ou encore affecter le continent africain en cette année 2023 ? Oui, le continent africain est déjà très affecté. C'est une des parties du monde déjà les plus affectées par ce conflit, notamment sur le plan alimentaire, sur le plan évidemment de l'importation des céréales, vous le savez très bien. On a vu les voyages successifs de Macky Sall avec Mahamat Faki Mahamat de l'Union africaine et Bissau guinéen, Monsieur Ambalo, qui sont rendus donc en Russie et en Ukraine pour plaider la cause de l'Afrique en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la guerre en Ukraine a révélé à l'opinion internationale la complexité justement de la diplomatie africaine. Et il semble que les votes des pays africains à l'Assemblée générale de l'ONU sont en train de révéler quelque chose de tout à fait intéressant. C'est-à-dire, c'est le positionnement, en fait, des pays africains sur le plan politique et diplomatique pour les prochaines années. Et on peut observer que ce positionnement aujourd'hui indique que les pays africains, en tout cas le continent africain, ne veut plus être un supplétif des grandes puissances, quelles qu'elles soient, mais se comporter comme un acteur à part entière sur la scène internationale dans la marge du monde. Francis Laloupeau, merci infiniment pour cet éclairage de l'année 2023 sur le continent africain.